Bienvenue dans cette deuxième vidéo. On va voir ensemble tout ce qui gravite autour du courtier. C'est un aspect très important et malheureusement beaucoup trop négligé de la part de beaucoup de personnes. Je le constate énormément. Je vois beaucoup de gens s'inscrire chez des courtiers sans se demander si ce courtier est suffisamment fiable. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un courtier, dans une stratégie d'investissement en bourse, c'est un partenaire crucial et qui doit être de confiance. C'est-à-dire que vous allez envoyer chez lui de l'argent, potentiellement beaucoup d'argent sur le long terme. Il va vous donner son RIB et va vous dire envoyez-moi de l'argent et c'est cet argent qui va être crédité sur votre compte titre et argent que vous allez ensuite investir dans des actions. Donc, vous n'avez surtout pas envie que votre courtier soit un courtier foireux, un courtier qui ne soit pas régulé, un courtier qui fasse n'importe quoi avec votre argent, un courtier beaucoup trop jeune et pas suffisamment safe. Vous n'avez vraiment pas envie de faire n'importe quoi et il faut vraiment voir un courtier comme étant un partenaire crucial, très important et que vous devez sélectionner avec soin. C'est un partenaire d'affaires. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, ils s'inscrivent n'importe comment ou ils ont entendu quelqu'un leur recommander un courtier, donc ils font confiance. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance aux gens à qui vous avez confiance, qui vous ont recommandé un courtier, mais ça ne doit pas vous empêcher de faire vos vérifications et d'aller voir si ce courtier il est effectivement légitime. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble différents aspects, moi personnellement, que je regarde avant de choisir un courtier. Et à la toute fin de cette vidéo, je vous dirai directement quel est mon courtier, même si encore une fois, ce n'est pas parce que c'est mon courtier que c'est un bon courtier. Moi, j'estime qu'il est bon, mais il n'est peut-être pas bon selon vos critères à vous. Donc, libre à vous encore une fois d'aller regarder mon courtier s'il vous plaît ou pas et de pas forcément aller s'inscrire bêtement sur celui-ci parce que je suis inscrit chez celui-ci. Alors avant que je vous dise à quel type de courtier vous devez vraiment faire attention et quels sont potentiellement les pièges qu'il faut éviter avec les courtiers, je vais d'abord te dire quels sont les deux types de supports d'investissement que tu peux ouvrir en tant que résident fiscal français. Donc il n'y a pas 5000 possibilités si tu es résident fiscal en France. Tu peux ouvrir deux choses pour investir en bourse. On va d'abord mettre le PEA, d'accord, ici. Et ce que je vais appeler ici le CTO, donc c'est un compte titre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PEA, il est uniquement réservé aux Frenchies, aux résidents fiscaux français. Si tu es résident fiscal belge, colombien, argentin, ce que tu veux, ça ne sera pas possible. Le PEA, c'est quoi son but? Enfin, c'est quoi son problème, j'ai envie de dire plutôt? C'est que c'est un très beau produit dans le sens où, on va le voir, il n'y a pas de fiscalité ou très peu, mais le problème c'est qu'il est limité. En fait, le législateur s'est dit, on va créer un produit pour les résidents fiscaux français pour les inciter, les investisseurs, les Français, à investir dans nos entreprises, les entreprises françaises. Et vu que maintenant il y a une harmonisation européenne avec l'Europe, dans les entreprises également européennes. Alors il y a quelques conditions dans lesquelles on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le PEA, on peut investir uniquement en France, plus dans tout ce qui est à peu près Europe. OK ? Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'on ne peut pas investir dans tout ce qu'on veut. Le gros avantage, et c'est ce que s'est dit le législateur, c'est qu'en échange, on va limiter la fiscalité sur ce PEA. Et ce qui se passe, c'est que en fait, avant 5 ans, la fiscalité elle sera de 30%. OK ? Ça, c'est ce qu'on appelle en fait la flat tax. Je pense que tu en as déjà entendu parler. La flat tax, c'est un mélange en fait d'impôt sur le revenu et de CSG, CRDS, ce qu'on appelle les cotisations sociales. Donc, tu payes 30% et ensuite, au-delà de 5 ans de détention de ton PEA, tu n'auras plus à payer cette flat tax, tu auras simplement à payer la CSG CRDS. Donc, rappelle-toi, je viens de te dire que la flat tax, c'est un mélange, on va dire, hop, je te l'écris ici, je ne sais pas si tu vois très bien, mais de IR, impôt sur le revenu, plus de CSG. Et en fait, après 5 ans, tu ne payes plus que la CSG. Tu n'as plus du tout d'impôt sur le revenu. Donc, après 5 ans, tu n'as plus à payer d'impôt sur le revenu sur ce que tu vas sortir de ton PEA. Gros avantage du PEA, c'est que tout ce qui se passe dans le PEA n'est jamais imposé. Ça reste dans le PEA. Donc, si tu fais des achats et reventes dans ton PEA, si tu encaisses des dividendes dans ton PEA, ça ne sera jamais imposé. En fait, tu n'es imposé que selon ces conditions-là, que si tu sors quelque chose de ton PEA. D'accord? Ce qu'il faut également savoir, c'est que avant 5 ans, tout retrait de ton PEA, par contre, entraîne la fermeture de ce PEA. Donc, avant 5 ans, tu ne peux rien faire, sinon ton PEA va être fermé. Par contre, après 5 ans, tu gagnes entièrement en souplesse, puisque après 5 ans, tu n'as plus à payer l'impôt sur le revenu, tu as juste la CSG à payer. Et en plus de ça, tu peux faire des retraits, ça n'aura aucune conséquence sur ton PEA. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'avantage du PEA, c'est sa fiscalité allégée. C'est pour ça qu'il faut, entre guillemets, ouvrir le plus rapidement possible un PEA pour faire tourner ce qu'on appelle le compteur fiscal pour que ton PEA prenne de la maturité et qu'il atteigne cette période de 5 ans où tu pourras faire des retraits et des apports sur ton portefeuille, sur ton PEA à ta guise, tout en ayant une fiscalité qui sera déjà plus allégée. Autre problème du PEA, c'est qu'il est limité à 150 000 euros d'apport. Donc, ton PEA peut aller au-dessus de 150 000 euros si c'est valorisé, si tu as encaissé des dividendes. Mais toi, en cash, tu ne peux apporter que 150 000 euros. Donc, c'est entre guillemets un problème puisque c'est capé, il y a un plafond. Et c'est même 300 000 euros si tu es en couple. Donc, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais ça peut aussi aller très très vite si on est deux à investir.
Donc ça, ce sont vraiment les grandes lignes du PEA. Il faut retenir que voilà, destiné aux résidents fiscaux français, on peut investir qu'en France et en Europe, fiscalité allégée au bout de 5 ans, conditions d'apport sur le PEA. Et à l'opposé, on a ce qu'on appelle le CTO, donc c'est ce qu'on appelle un compte titre ordinaire. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le support d'investissement par excellence de tous les traders. C'est ce que tout le monde utilise dans le monde. C'est vraiment le truc le plus classique. Et on va dire que là, c'est beaucoup plus souple puisque, eh bien, on peut investir dans tout. Voilà, il n'y a pas de limite sur le marché français, sur le marché européen. On peut investir dans tout ce que vous voulez, des actions européennes, des actions coréennes, des actions brésiliennes, américaines, tout ce que vous voulez. Également, il n'y a pas de limite d'apport comme on l'a vu ici. Vous pouvez investir 1 million d'euros. Eh bien, il n'y a pas de souci, c'est OK. Ce qui se passe également sur la fiscalité, c'est qu'elle est déclenchée classiquement chaque année. Donc chaque année, eh bien, vous allez déclarer les plus-values ou les moins-values, vos dividendes de votre compte titre et vous allez payer votre imposition. Donc là, ça dépend encore une fois quel est votre pays d'imposition de résidence fiscale. Si vous êtes en France, il y aura plusieurs possibilités. On ne va pas faire de fiscalité maintenant. Ça peut être, même si c'est simple sur la bourse, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais soit vous allez payer selon votre impôt sur le revenu, soit vous allez payer encore une fois cette fameuse flat tax ici. Mais voilà, l'idée c'est de se dire qu'avec le compte titre ordinaire, en tout cas, eh bien, on paye sa fiscalité en fin d'année et il n'y a aucun souci, c'est très classique comme produit. OK. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le compte titre ordinaire. C'est vraiment un produit très simple que tous les courtiers vont vous ouvrir et voilà, il est destiné à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut ouvrir? Est-ce qu'il faut ouvrir ici ou est-ce qu'il faut ouvrir ici? Est-ce qu'il y a un support à privilégier par rapport à l'autre? La réponse est non. Moi, je vous invite toujours et j'invite tout le monde généralement à ouvrir les deux. Ouvrir les deux, c'est gratuit et surtout, vous allez loger dans chacune des enveloppes, ce qui est le plus intéressant en fonction des caractéristiques de l'enveloppe. On l'a vu pour le PEA, on n'a pas de fiscalité, donc ce serait dommage de s'en priver. Donc j'ai envie de dire, pour tout ce que vous achetez en France et en Europe, si c'est éligible au PEA, eh bien logez tout ça ici dans votre PEA. Comme ça, vous allez avoir une fiscalité qui est allégée. Et puis pour tout le reste, par exemple les actions américaines, les actions coréennes ou ce que vous voulez, logez-les dans le compte titre. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Et c'est comme ça. Ok. Donc ouvrez les deux, un PEA pour prendre date et faire tourner le compteur fiscal et le compte titre pour tout le reste. Ne tombez pas dans le piège que je vois beaucoup trop souvent de se dire oui, mais moi je vais ouvrir un PEA et je vais investir que avec mon PEA parce que justement il n'y a pas de fiscalité et moi en tant que Français j'aime pas la fiscalité donc je ne veux jamais payer d'impôts et donc j'ouvre un PEA et je m'en fous de me priver d'opportunités avec le compte titre, je ne veux pas payer d'impôts. Non, encore une fois, ne pas payer d'impôts ou vouloir baisser son imposition, c'est très bien. Mais encore une fois, c'est pareil. Si ici vous avez, on va dire 200 de résultats, ok, avec on va dire 50% d'impôts, ok, à la fin, eh bien il vous reste 100, d'accord? Par contre, si ici, eh bien, vous avez 50 de résultats avec 0% d'impôts, à la fin, il vous reste 50. OK? Où est-ce qu'on a gagné plus d'argent? On a gagné plus d'argent ici malgré le fait qu'on a payé 50% d'impôts. Ici, on a payé 0% d'impôts, mais on n'a eu que 50 de résultats. Donc, on a gagné quand même moins d'argent. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a moins d'impôts qu'on gagne moins d'argent. Encore une fois, il faut appliquer l'imposition sur ce qu'on a gagné. Et si on gagne plus d'argent en investissant sur un compte titre, mais même en payant plus d'imposition, eh bien, c'est quand même plus intéressant d'investir ici via un compte titre. Donc, ne tombez pas dans ce piège qui est très français de se dire, moi, je regarde que là où il n'y a pas d'impôt et je vais là où il n'y a pas d'impôt parce que c'est forcément plus intéressant. Pas du tout. Et la réalité, c'est que c'est souvent plus intéressant d'investir sur un compte titre parce qu'avec le compte titre, on va avoir accès à de très belles entreprises, notamment aux États-Unis, où on va devoir subir de la fiscalité, mais où à la fin, eh bien, vous allez quand même gagner plus d'argent. Donc, voilà l'idée à retenir. Donc, on a vu les deux supports d'investissement qu'on pouvait ouvrir. Maintenant, ça doit être clair pour vous. On va revenir maintenant sur les courtiers et sur ce dont vous devez faire très attention quand on parle de courtier. Encore une fois, vous allez envoyer au début des centaines d'euros, après peut-être des milliers, peut-être qu'à la fin, vous allez avoir des dizaines, des centaines, des millions d'euros. Je vous le souhaite chez votre courtier en investi dans des actions en bourse. Donc, il faut faire très attention. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages qui me disent « Raphaël, qu'est-ce que tu penses de ce courtier ?» Et je vais voir le courtier et il y a plein de signaux d'alarme qui me feraient jamais m'inscrire chez ce courtier. Et en fait, généralement, ces courtiers, ils ont un point commun, c'est les frais. On a un gros message marketing qui va vous dire zéro frais, trader, investissez en bourse pour 0 euros, pas de frais de passage d'ordre, des choses comme ça. Et c'est attirant parce que je vous l'ai dit, limiter ses frais, c'est quelque chose de très important. Mais il faut se dire quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise aujourd'hui qui n'a pas un but commercial. Il n'y a pas une entreprise aujourd'hui qui se lance, qui se dit « Nous, notre but, ce n'est pas de gagner de l'argent. On est simplement là pour aider le monde. On est là pour aider les investisseurs à investir en bourse pour 0 euros et nous, on ne gagne pas d'argent. On subit même tous les frais d'employés, de locaux, de tout ça. » Voilà, tous nos frais, c'est pour nous, on ne gagne pas d'argent. Ça n'existe pas, vous vous en doutez bien. Une entreprise, elle doit gagner de l'argent. Donc, dites-vous bien que s'il y a quelque part un message marketing qui vous dit qu'il y a 0 euros de frais pour investir en bourse, c'est qu'il y a bien quelque part où vous allez payer de l'argent. Hein, il n'y a pas de magie. Je pense que vous n'êtes pas naïf à ce point-là. Et généralement, quand on va regarder ces courtiers-là, il y a plusieurs hypothèses. Soit on a effectivement 0 euros
de frais et on va très vite se rendre compte que c'est un très jeune courtier qui est en train de se lancer, donc il y a besoin d'une approche marketing assez agressive pour attirer des clients. Donc potentiellement, il va réellement y avoir 0 € de frais, mais le problème c'est que ce courtier va être présent dans peu de pays où il va avoir très peu d'ancienneté en termes d'années d'existence, donc ce n'est pas forcément très rassurant, pas forcément beaucoup de clients non plus. Potentiellement, il ne va pas non plus avoir beaucoup de produits référencés. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des clients qui me disent j'ai voulu investir dans telle action, mais je ne comprends pas, je ne la trouve pas sur mon courtier. Forcément, c'est un courtier qui est plus jeune, donc potentiellement, il ne propose pas tous les produits. Donc très rapidement, on va se rendre compte qu'on est assez limité parce que on n'a pas tous les produits. Et puis surtout, moi, en tant qu'investisseur, je n'ai pas envie d'être le premier à me faire couillonner, excusez-moi l'expression. J'ai envie d'un courtier qui est là depuis longtemps dans plusieurs pays, qui a traversé des crises financières, qui a des choses à me montrer sur sa solidité. Donc attention, ça peut être un argument marketing qui est vrai, 0 frais, mais sur un courtier qui est trop jeune et pas suffisamment safe pour moi. L'autre hypothèse qui arrive très souvent, c'est qu'on a effectivement également 0 € de frais pour passer par exemple des passages d'ordre en bourse. Mais le problème, c'est que en fait, le courtier ne va pas être une porte directe d'entrée sur la bourse. C'est-à-dire que ce n'est pas votre courtier qui va directement passer l'ordre en bourse. Ce qui va se passer, c'est que votre courtier va revendre votre ordre à ce qu'on appelle des market makers qui, eux, vont ensuite, on va dire, exécuter l'ordre. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir un intermédiaire. Votre courtier va prendre votre ordre. Par exemple, si vous dites, moi, je vais acheter 100 actions de McDonald's, il va prendre votre ordre et il va le transmettre à des market makers qui, eux, vont ensuite effectuer la transaction. Donc, votre courtier n'est pas une porte directe d'entrée en bourse et en fait, votre courtier va être rémunéré par le market maker qui, lui, a en fait des intérêts dans lesquels je ne vais pas rentrer et récupérer ses carnets d'ordre parce que ça lui fait du volume sur son carnet d'ordre, etc. C'est souvent dans des stratégies de trading, mais j'ai pas envie de vous perdre. Mais l'idée, c'est que ce courtier qui va vous offrir 0 € de frais de passage d'ordre va lui gagner son argent en fait sur ces market makers qui vont le rémunérer pour ça. Pourquoi c'est un problème? Et je peux vous montrer également juste en dessous le screen de mon courtier qui précise très clairement qu'il ne fait pas ça. Vous pouvez lire par exemple sur la deuxième ligne ici, même plutôt troisième ligne, pardon. En anglais que alors je vous le dis en anglais, je vous le traduis plutôt directement en français, ça sera plus simple. Les ordres des clients qui sont envoyés par nos clients sont directement exécutés en gros par nos soins et ne sont pas vendus à des traders ou des market makers. Donc là, il le précise très clairement dans les conditions de mon courtier. Ça, c'est un screen de mon courtier et c'est très important et rassurant de voir ça. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, on pourrait se poser la question de se dire mais en quoi c'est un problème finalement que mon courtier repasse mes ordres à un market maker qui lui va l'exécuter si je paye réellement 0 € de frais. Le problème c'est que encore une fois, le market maker va exécuter votre ordre finalement à un prix qui va vous désavantager. Supposons que si l'action que vous avez dans le viseur elle coûte 100 €, il y a de fortes chances que le market maker va exécuter l'ordre de cette action à 100 € et 10 centimes, 100 € et 5 centimes, 100 € et 15 centimes, bref. Vous voyez l'idée et donc finalement, même si vous avez payé 0 € de frais pour passer votre ordre, vous allez acheter votre action plus cher que ce qu'elle n'est réellement sur le marché boursier. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, votre courtier gagne de l'argent. Vous, en façade, vous avez l'impression de ne pas payer de frais, mais au final, vous avez payé beaucoup d'argent parce que vous avez acheté votre action à un prix bien plus élevé. Vous savez, c'est un petit peu comme les bureaux de change quand on va à l'étranger et qu'on a des liasses de billets en euros dans la poche et qu'on veut les échanger sur la devise locale. Il y a des gros bureaux de change qui vont vous dire 0 frais, venez chez nous, c'est trop bien. Sauf que le taux de change, vous vous en doutez bien, il est dégueulasse et c'est là-dessus qu'ils font beaucoup d'argent. Donc, faites très attention à ça. C'est un petit peu la même idée ici avec les market makers. Ils vont exécuter votre ordre à un prix par action qui est généralement pas celui du marché boursier. D'autres choses qui peuvent être faites également par les courtiers qui n'appliquent pas de frais en façade, c'est par exemple le prêt de vos actions à des investisseurs qui utilisent l'effet de levier. Donc voilà, l'effet de levier, c'est quelque chose que je vous déconseille, mais par exemple, votre courtier peut simplement prêter vos actions à d'autres investisseurs qui, eux, font du levier. Donc ça peut être une façon également pour votre courtier de se rémunérer en prêtant vos actions. Autre façon, ça va être d'utiliser votre argent non investi pour que votre courtier, lui, génère des intérêts. Donc moi, personnellement, je n'ai pas envie que mon courtier utilise mon argent. Au contraire, il n'est pas du tout censé utiliser mon argent. Autre possibilité également, c'est que votre courtier utilise et monétise sa base de données clients pour revendre ça parce que la data financière, c'est quelque chose qui coûte très très cher. Des données clients dans le secteur financier, ça coûte beaucoup d'argent, enfin ça peut valoir beaucoup d'argent. Donc, il peut également potentiellement utiliser vos données. Bref, vous comprenez encore une fois que quand il y a 0 frais, il y a forcément une façon derrière pour votre courtier de se rémunérer, de gagner de l'argent. Et comme on le dit très souvent, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, faites vraiment très attention et encore une fois, allez bien vérifier comment fonctionne votre courtier avant de foncer tête baissée dans le sans frais. Autre chose également, que moi j'aime pas trop, c'est on va dire les banques qui commencent à vouloir jouer le rôle de courtier. Je pense notamment à tout ce qui est mobile banking, les banques en ligne, etc., qui n'ont pas pour cœur de métier d'être courtier ou d'être de jouer en bourse entre guillemets, même si j'aime pas le terme jouer. Mais faites attention, je pense notamment à tout ce qui est Revolut et applications mobiles. Voilà, c'est pas des courtiers, c'est pas leur métier, c'est pas leur cœur de métier. Je comprends qu'ils veulent proposer tout un tas de produits.
Mais je préfère encore une fois aller chez quelqu'un pour qui c'est le cœur de métier. Je ne vais pas aller chez un notaire pour acheter de la viande de boucher. C'est un peu pareil. Je ne vais pas aller dans une banque pour aller faire mes investissements en bourse. D'autant plus que banque nouvelle ou ancienne, on sait très très bien généralement que ce n'est pas forcément quelque chose qui matche très très bien ensemble. Donc l'idée à retenir, voilà, c'est pas que le marketing c'est quelque chose de mauvais. Tout le monde en fait pour se faire connaître, pour gagner de l'argent, pour se mettre en avant, etc. Mais tombez pas dans le piège encore une fois du zéro frais. Je pense notamment à tout ce qui est eToro, Trading Republic, Robinhood, Trading 212. Bref, il y a plein de courtiers comme ça qui sont assez récents et qui font beaucoup de pubs, qui ont un marketing agressif qui est très bon, hein, franchement qui est très très bon et qui donne envie d'aller s'inscrire chez eux. Mais quand on regarde en détail, malheureusement, il y a beaucoup de choses moi qui me plaisent pas pour aller y mettre beaucoup d'argent sur le long terme. Donc encore une fois, dites-vous bien que quand c'est gratuit, c'est qu'il y a potentiellement quelque chose derrière, entre guillemets, qui ne va pas. Donc maintenant, je vais te partager un petit peu également différentes choses que je regarde chez un courtier pour savoir si je peux aller plus loin avec lui ou pas. La première chose, voilà, c'est plus un petit conseil rapide comme ça, mais évitez les banques traditionnelles, les banques physiques, voilà, les BNP, les caisses d'épargne, les SL Compagnon sur rue. Les conditions tarifaires chez elles seront très très mauvaises. Vous allez payer très très cher votre passage d'ordre. Donc évitez tout ça, les banques dinosaures, ça ne sert à rien d'y penser. Optez directement pour des courtiers en ligne qui sont très très fiables aujourd'hui et ça sera beaucoup plus simple pour vous. La deuxième chose qui est très importante, et on va parler de ça tout de suite, c'est de regarder les frais. Encore une fois, un courtier, comme une banque, peut vous facturer des frais pour tout et n'importe quoi et nous, on doit en payer pour le moins possible de choses. Donc la seule et unique chose pour laquelle vous n'allez pas pouvoir éviter de payer des frais, ça va être le frais de passage d'ordre. À chaque fois qu'on passe un ordre en bourse, on va payer un petit frais pour exécuter l'ordre. Ça, on ne pourra jamais éviter. Encore une fois, un courtier ne bosse pas gratuitement, il doit gagner de l'argent. Par contre, il y a plein d'autres choses sur lesquelles vous ne devez vraiment pas payer de frais. Je pense notamment à tout ce qui est frais d'inactivité si votre compte, vous n'avez pas passé d'ordre depuis un certain temps. Je pense à tout ce qui est frais d'ouverture de compte ou de fermeture de compte ou même de transfert de compte. Je pense à tout ce qui va être par exemple, frais de virement entrant ou sortant. Je pense à tout ce qui va être, je ne sais pas, frais de garde. Il y a des courtiers qui vont vous dire moi je vous facture des frais pour garder votre portefeuille. Donc non, tous ces types de frais comme ça, vous ne devez surtout pas payer par exemple des frais d'accès à des informations financières alors que ces informations financières sont normalement accessibles gratuitement sur internet. Non, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut vous facturer et que vous devez vraiment pas payer aujourd'hui. On a des courtiers qui sont vraiment, on va dire, pas low cost, qui sont vraiment très très bien, mais qui sont, on va dire, efficients en termes de coûts. Donc ne payez que pour passer un ordre en bourse, aussi bien à l'achat qu'à la vente et à rien d'autre. Ensuite, vous devez regarder si votre courtier vous propose ce dont vous voulez acheter. Si demain, moi, je veux investir dans des actions coréennes, je dois être certain que mon courtier me propose d'avoir accès au marché coréen, au marché des actions coréennes. Donc, il faut regarder quels sont les produits disponibles et les marchés disponibles. Quand je parle de produits, je parle d'actions, obligations, les options, les ETF, les trackers, ce que vous voulez. Et quand je parle de marché, je parle des pays. Donc, États-Unis, Argentine, Corée, Japon. Donc, il faut regarder. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc sur le site de votre courtier. Il faut être certain que vous allez pouvoir avoir accès à ce dont vous avez besoin. Également, vous pouvez regarder la réputation de votre courtier en ligne. Donc, on tape dans Google comme on le fait pour tout et n'importe quoi. Réputation, nom du courtier, avis, nom du courtier. Vous allez tomber sur des vidéos YouTube, des forums, des avis de consommateurs, ce que vous voulez. Alors, prenez ça avec des pincettes. Encore une fois, on a souvent tendance à crier sur tous les toits quand ça ne va pas, mais quand ça va bien, on n'en parle pas forcément. Donc, prenez toujours ça avec des pincettes, mais ça peut potentiellement vous permettre de cerner quels sont les problèmes de ce courtier, mais ne prenez pas l'expérience de quelqu'un pour l'expérience de tout le monde. Moi, j'ai déjà entendu des expériences mauvaises sur mon courtier de la part de certaines personnes, alors que moi, ça fait des années que je suis chez eux et tout se passe parfaitement bien. Donc, encore une fois, malheureusement, des fois, il y a des disparités entre clients ou en fonction de qui on a parlé, ou support client, etc. Mais ça peut être quand même intéressant de regarder quelle est la réputation générale et globale de ce courtier sur Internet. On parle du service client justement, n'hésitez pas à contacter le service client pour voir ce qu'il vaut. Est-ce qu'il vous répond rapidement? En quelle langue? Est-ce qu'il est à côté de la plaque quand il répond à vos questions? Est-ce qu'il a été sous-traité ce support client? Ou est-ce qu'au contraire c'est un support client qui est local et qui connaît on va dire tout ce qui est marché financier, bourse, etc. Est-ce qu'il est assez pointu ou pas? Bref, vous pouvez également regarder tout ça. Également, vous pouvez regarder, je ne sais même pas, vous devez, j'ai envie de dire, tout à l'heure je vous dis vous pouvez, mais vous devez, je pense que c'est le minimum à faire. Vous devez regarder également si ce courtier il est régulé. Où est-ce qu'il est implémenté et est-ce qu'il est régulé? En France, on a ce qu'on appelle l'AMF, l'autorité des marchés financiers pour le marché français. Aux États-Unis, on a la SEC. Aux Pays-Bas, on a ce qu'on appelle l'AFM. Bref, on a différentes régulations, organismes de contrôle qui vont réguler les courtiers sur différents marchés, sur différents pays. Et vous devez regarder si votre courtier il est bel et bien régulé et dans quelles conditions pour être certain que vous n'êtes pas chez un courtier qui est un petit peu opaque. Vous voyez le genre de courtier un petit peu installé dans les îles Vierges
auberges britanniques ou dans les îles Caïmans. Bon, je ne dis pas qu'ils sont forcément pas légitimes, mais voilà, il faut regarder comment ils sont contrôlés, régulés, etc. Autre chose, ça va être important de regarder quelle est la protection qui va être offerte aux investisseurs. Voilà, un courtier, c'est une entreprise, on l'a dit, et malheureusement, qui dit entreprise dit risque de faillite. Donc aujourd'hui, votre courtier, il n'est pas à l'abri d'une potentielle faillite, même si on regarde historiquement les cas de faillite chez les courtiers, c'est extrêmement rare, mais c'est possible que ça arrive. Donc vous devez regarder quelles sont les protections qui sont offertes aux investisseurs, aussi bien la protection sur votre cash, aussi bien la protection sur vos titres, vos positions, vos actions en bourse. Quelles sont les protections légales, parce qu'il y a des protections qui sont directement implémentées par les pays chez qui ce courtier est régulé. C'est ce qu'on appelle généralement les fonds de garantie et de résolution. Mais on a également des protections qui sont offertes aux investisseurs directement par le courtier lui-même qui lui dit moi je vais offrir des mécanismes de protection supplémentaires à mes clients. Donc en plus de ça, j'ai des enveloppes, j'ai des garanties, j'ai entre guillemets des assurances pour protéger mes investisseurs. Il faut également regarder ce qu'on appelle la ségrégation des actifs. Est-ce que votre courtier, il a bien séparé vos actifs des siens? Normalement, un bon courtier, ce qu'il fait, c'est que, il a ses actifs à lui, il a ses charges à lui dans une entreprise, dans une entité juridique, et puis il a les actifs, l'argent des clients dans une autre entité juridique, c'est ce qu'on appelle la ségrégation des actifs. Et on a généralement ce qu'on appelle un custodian, ce qu'on appelle en fait un gardien qui va surveiller vos actifs. C'est généralement une institution financière qui est très très forte, très très puissante. Et il faut regarder ça, que votre courtier a bien fait la séparation, ce qu'on appelle donc la ségrégation, et que si jamais votre courtier il a un problème, il n'arrive plus à payer ses dettes, ses charges, etc., ça ne vienne pas impacter vos actifs et votre cash à vous, que les créanciers ne viennent pas dire allez, on va piocher dans tout ce qu'a le courtier. Non, ça ne sera pas possible puisqu'il y a bien deux entités juridiques. Donc ça également très très important. Et ça malheureusement, ça paraît tellement évident de se renseigner sur ce genre de choses quand on s'apprête à envoyer beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs créent des comptes chez des courtiers où c'est totalement n'importe quoi et c'est totalement opaque sur la façon dont c'est géré en interne. Tout devrait être transparent. Vous pouvez également regarder tout ce qui est marge financière du courtier, comment il se porte ce courtier en termes de chiffres, en termes de résultats, en termes de marge financière tout simplement, de son endettement, etc. Ça peut et ça, j'ai envie de dire, doit être public sur le site de votre courtier. Votre courtier, il doit vous rassurer en tant que client. J'ai envie de dire, à la place d'un courtier, il faut faire en sorte que le client, il ait envie de déposer son argent chez vous, chez nous, en tant que courtier. Donc, il doit vraiment partager un max d'informations, des documents, etc., pour vous rassurer. Et donc, vous devez regarder tout ça. Autre chose intéressante également à regarder, ça va être le nombre de clients et dans combien de pays ce courtier est présent. Généralement, vous le trouvez assez rapidement sur la page d'accueil du courtier. Il le met généralement bien en avant. On est là depuis tant d'années, on a X clients dans X pays, on a gagné par exemple tel titre à tel concours. Bref, vous pouvez regarder un petit peu tout ça. C'est toujours rassurant de se dire qu'on n'est pas le premier con à s'inscrire chez un courtier et à envoyer notre argent. C'est rassurant de se dire qu'il y a 10 000, 5 000, 15 000, 100 000 clients potentiellement déjà dans 87 pays ou j'en sais rien. Également, regardez l'interface. Ça peut vous paraître pas grand chose, mais regardez l'interface. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est facile de s'y retrouver? Est-ce que c'est un gros bazar? Bon, on est à l'heure des sites internet qui sont ultra optimisés, qui sont ultra beaux et qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses alors que derrière c'est totalement creux. Donc ne vous fiez pas que à l'apparence d'un site web. Aujourd'hui, moi, en une journée, je peux vous créer un site web qui donne l'impression que je suis une grosse institution financière alors qu'il n'y a rien derrière. Donc faites pas toute votre analyse que sur la base d'un site web, mais ça reste intéressant de voir si la navigation elle est aisée et si on a accès aux informations facilement. Si c'est dur de trouver les informations telles que je suis en train de vous citer, eh bien c'est pas bon signe, ça devrait être assez facile de les trouver. Également, regardez si votre courtier n'a déjà pas subi des condamnations dans le passé, et dans le futur également. Facile, Google, vous tapez le nom du courtier, condamnation en anglais, en français, généralement s'il y a eu des condamnations, vous allez trouver ça assez facilement, même si le courtier va faire tout en sorte pour essayer de le cacher, mais il faut voir pourquoi il a été condamné et ça peut souvent être un signal d'alarme quand même. Autre chose qu'on peut regarder, ça va être les conditions d'accès à ce courtier parce qu'il y a des courtiers qui vont être plus élitistes que d'autres. Il y a des courtiers qui vont se dire allez, nous on prend tout le monde, il n'y a aucun souci, à partir de 1 centime de dépôt chez nous, vous pouvez être client, il n'y a aucun souci. Et il y a des courtiers qui vont vous dire si vous ne déposez pas dès votre inscription minimum 1 000 euros, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 ou plus, ils vont vous dire je suis désolé, ça ne va pas être possible avec nous. C'est comme ça, encore une fois, pourquoi pas. Il y a des boîtes de nuit qui font le tri et d'autres qui n'en font pas. Et souvent celles qui font le tri, on sait que ça va un petit peu mieux se passer à l'intérieur parce que les gens sont peut-être un peu plus éduqués, vont peut-être pas trop boire, ils vont peut-être pas aller harceler tout le monde, alors que dans les boîtes où tout le monde rentre, eh bien potentiellement il y a un petit peu plus de gens à conflit. Donc, ce n'est pas forcément un mauvais point. Dites-vous bien que si votre courtier il est un petit peu plus élitiste, c'est que les clients sont peut-être un peu plus haut de gamme, un peu plus éduqués. Il y aura moins de risques de dérive, moins de risques de donner accès aux marchés financiers à des gens qui ne connaissent pas suffisamment les marchés financiers. Donc, moi, je vois vraiment ça comme un avantage. Voilà, l'idée, c'est quand même de commencer tout de suite sur un bon courtier. L'idée, c'est pas de se dire on va changer de courtier en cours de chemin. C'est toujours chiant de transférer un compte titre. Donc, n'hésitez pas à quand même aller vers des courtiers qui sont un peu plus élitistes. Élitistes, ça ne veut pas forcément dire que ça coûte cher, que ça va vous coûter cher en frais, etc. C'est simplement qu'il y a un
tri à l'entrée qui est effectué. OK? Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Et c'est la dernière chose qui me vient en tête, c'est si votre courtier vous fournit l'IFU. L'imprimé fiscal unique, c'est un document qui va vous être transmis chaque année et qui va vous résumer l'ensemble de vos plus-values et moins-values et de ce que vous devez en fait finalement déclarer au fisc pour vos déclarations. Donc, tous les courtiers ne le fournissent pas et c'est quand même plutôt confortable, on ne va pas se mentir, quand l'IFU est fourni parce que ça vous évite d'avoir à aller sur votre courtier, de faire un export du relevé d'opération et de faire à la main finalement les maths. Donc, dans notre stratégie, l'avantage c'est qu'on n'a pas beaucoup d'opérations. Je vous l'ai dit, 1 à 2 par mois, donc on ne va pas s'y perdre. On n'est pas trader, mais c'est quand même confortable quand votre courtier vous envoie cet IFU et vous dit précisément ce qu'il y a à déclarer, même si ça ne vous empêche pas de devoir vérifier ce montant parce que parfois les courtiers font des erreurs qui sont malheureusement tout le temps à votre désavantage. Donc voilà sur ce que vous devez vérifier chez un courtier. Ça me semble être le minimum, mais malheureusement 99% des gens ne le font pas. Et maintenant, je vais te dire quel est le courtier moi personnellement que j'utilise et qui répond à tous ces critères que je t'ai donnés, en tout cas selon moi. C'est Lynx Broker. Donc tu peux taper ça dans Google, te renseigner sur ce courtier. Moi, ça fait plusieurs années que je suis chez lui. Il n'y a aucun souci. Tout se passe bien. Les frais sont corrects. Le courtier est régulé. Il y a des protections, il y a des mécanismes de protection. Il y a des garanties. Il est situé aux Pays-Bas. Voilà, il fournit l'IFU. Bref, vraiment, tout est OK avec ce courtier. Il est assez élitiste puisqu'en fonction des périodes, les montants demandés à l'inscription vont évoluer. Des fois, c'est 1000, des fois, c'est 5000, des fois, c'est 10 000. Ça dépend un petit peu également de la demande qu'a ce courtier. En fait, il régule le montant demandé à l'inscription en fonction du nombre de demandes d'inscription sur l'instant T. Donc, c'est pour ça que les montants peuvent parfois évoluer. Mais en tout cas, retenez que c'est un très, très bon courtier et c'est mon courtier pour mon compte titre. Si vous voulez ouvrir un PEA, je peux vous recommander Boursorama. Boursorama qui était le courtier que j'utilisais quand j'étais encore résident fiscal français, puisque je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je ne suis plus résident fiscal français puisque je vis aujourd'hui en Estonie. Et vous l'avez vu, le PEA, on en a parlé, il est uniquement réservé aux résidents fiscaux français. Donc si vous voulez ouvrir un PEA, moi je vous recommande Boursorama. J'étais chez eux quand j'étais encore en France et tout se passait très très bien. Et pour le compte titre, je suis actuellement chez Lynx Broker et tout se passe également très très bien. Si également vous voulez passer par des petites opérations d'affiliation pour récupérer soit du cash directement sur votre compte ou des frais de passage d'ordre gratuits, lisez en dessous de cette vidéo différentes informations. Il y a certainement une petite offre en cours qui peut nous bénéficier à tous les deux. Donc voilà ce que j'avais à vous dire concernant cette vidéo 2 sur les courtiers. Faites bien votre travail d'investisseur, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans la 3e vidéo où on va un petit peu voir ensemble quelles sont les différentes approches que j'utilise pour analyser une entreprise.